moi, c'est une île, l'île merveilleuse. Et c'est l'île où on trouve, c'est vrai, cette endémicité qui est exceptionnelle. Je faisais une blague avec mes étudiants il y a une semaine, quand on a parlé de la Bible, quand on a parlé du jardin d'Éden. Moi, je leur ai dit, vous savez, vous cherchez trop loin, le jardin d'Éden, c'est Madagascar. La mer est un don de Dieu, et Dieu a créé le vaisseau pour aller en mer. Tant que nous sommes vivants, nous devons aller en mer. C'est elle qui garantit notre survie. Le poisson, les pieuvres ou les tortues que l'on pêche nous permettent de nous maintenir. Et avec l'argent que l'on récolte, on achète ce qui nous manque. Il y a quelques années de ça, j'ai perdu mon grand-père en mer. Il chassait en apnée, et il s'est fait attaquer par un requin. Il est mort de ses blessures. Mon père aussi est mort en mer. Il a fait naufrage avec sa pirogue un jour de tempête. On les a retrouvés une semaine après. Depuis, je sais que la mer ne fait pas de cadeaux. La mer est pleine de dangers. Mes enfants, même si je ne voulais pas qu'ils aillent en mer, je ne pourrais pas m'y opposer. Vous comprenez, ils sont vaisseaux, il n'y a pas de travail pour eux à terre. Personnellement, je n'imagine même pas ne pas aller en mer. La mer, c'est elle qui nourrit mes enfants et toute ma famille. Je pense que mes fils aussi feront comme moi. Et même s'ils peuvent y laisser leur vie, ils iront en mer. La différence en fait de cette région par rapport à d'autres régions de Madagascar, c'est que le peuple Vej, c'est le seul qui n'a pas de territoire terrestre. À peu près 1 à 2 km de largeur vers l'intérieur. C'est le seul peuple. Les autres, ils ont leur territoire. La mer, c'est une zone de refuge. Donc, ils n'ont pas eu cette occasion d'accéder dans la forêt. Mais ils ont quand même ce territoire qui est la mer, où dans la mer, ils trouvent la liberté de vivre. Vous voulez vraiment savoir pourquoi la forêt est si importante pour nous? Tout simplement parce qu'elle est notre mère. Elle abrite nos ancêtres. On a grandi avec. On a toujours vécu dedans et nous ne saurions faire autrement. La forêt, c'est la chose que l'on connaît le mieux. C'est comme une partie de nous. Si nous faisons du mal à la forêt, c'est exactement comme si nous nous faisions du mal à nous-mêmes. Elle est notre garde-manger, et même si parfois on s'en éloigne,
On y retourne toujours, car c'est toute notre vie. Prier au pied du baobab, c'est demander la permission d'entrer. C'est remercier la nature pour sa générosité. C'est s'excuser pour ce que l'on s'apprête à faire. Car les Mikéas savent qu'ici, tout est compté. C'est mon terrain depuis ma plus tendre enfance. Je connais cette forêt dans ses moindres recoins. Oui, c'est une forêt sèche, mais c'est une très belle forêt. Et s'il ne lui arrive rien, si on ne la dérange pas, cette forêt peut tous nous nourrir comme elle l'a toujours fait. Si l'on prie et qu'on la respecte, on en récolte les fruits. Elle pousse vite cette forêt, si on veut bien la laisser tranquille. Wow. Les vrais Mikéas qui vivent vraiment de la cueillette et de la chasse dans la forêt, ils n'ont pas besoin de la vie qu'on a. Ils n'ont pas besoin de l'argent pour vivre. Ils participent en fait avec les cycles de la vie de la forêt. C'est une espèce comme les autres, donc ils vivent de la forêt. C'est vraiment ils vivent en liberté. Reni kwani nerula hinjairu daladala Reni kwani nerula hinjairu mamulava Ahi kwa vawa ningenjairu teadrala Ahi kwa vawa ningenjairu ratirate Nene, 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 nene Nene, 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 nene Reni kwani nerula hinjairu teajala Reni kwani nerula hinjairu mamulava Ahi kwa vawa ningenjairu teadrala Ahi kwa vawa ningenjairu ratirate C'est un pays qui a sa manière de fonctionner, sa manière de vivre.
il y a d'autres richesses qui est une valeur inestimable à Madagascar et qui ne sont pas mesurées à travers les critères de la pauvreté et du développement dans le monde. Moi, j'ai travaillé dans les ONG de conservation et tout ça. Et j'ai démissionné. Pourquoi? J'ai démissionné parce que les populations locales, les populations qui étaient les vrais gardiens de ce patrimoine culturel, le patrimoine immatériel et matériel, ils ne se sentent plus en fait propriétaires de ce territoire. On a constaté en fait que plus on a mis en place toutes ces stratégies de conservation et toutes ces stratégies de développement pour lutter contre la pauvreté, c'est que plus on perd cette endémicité. Un baobab est plus qu'un arbre. C'est un pachyderme, un totem végétal, un emblème de longévité. Les baobabs sont les patriarches des lieux. Les esprits de la forêt sont leurs hôtes et viennent se cacher dans leur ombre. Quiconque a eu la chance d'approcher un de ces monstres sacrés du règne végétal, de se retrouver quelques instants à leur côté et de ressentir la puissance de leur ancrage, comprendra la révérence naturelle qu'ils inspirent. Philosophiquement parlant, la terre n'est pas à vendre. Donc si quelqu'un arrive qui vient de notre pays, qui demande un terrain, on lui donne, on lui offre, mais on ne le vend pas. Ça, c'était la philosophie des anciens. On est sur les terres des Vezo ici. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis. Les gens ont été très gentils avec nous. Nous avons respecté les coutumes. Nous sommes allés voir le chef de village Vezo pour expliquer notre situation, qu'on a dû fuir et tout ça. Ils nous ont acceptés et nous ont désigné cet endroit pour y installer nos maisons et nos familles. Ils ont appelé notre village Ambolofoti. C'est un nom en Vezo. C'est pas un nom Mikéa. Tout s'est bien passé, sans aucun conflit. Avant, on vivait en paix. Il n'y avait pas de vol, pas d'agressivité, ni de violence. On vivait vraiment paisiblement. On préparait les repas, on se racontait des histoires autour du feu, les enfants s'amusaient, chantaient, dansaient. On était vraiment heureux. Et puis un jour, les bandits sont entrés dans la forêt pour voler nos ébus. Ce sont les ethnies venues de l'Est, des bandits de grand chemin. Et nous avons commencé à avoir peur. Nous nous sommes réfugiés plus profondément dans la forêt, mais ils nous ont retrouvés. Ils tiraient avec leurs fusils pour nous faire fuir. Puis finalement, c'est devenu trop dangereux, alors nous avons décidé de déplacer tout le village à la lisière de la forêt et de nous rapprocher de la mer. Ici, on commence à croiser plus d'étrangers, et même des Blancs, ce qui n'était pas du tout le cas avant, lorsque nous étions au milieu de la forêt. À mon avis, c'est la déforestation qui les pousse d'aller dehors. Parce qu'on se pose la question, en fait, quand on met en place les projets de développement à Madagascar. Un projet de développement pour qui? On se pose la question. C'est un projet de développement pour ces gens-là
des gens qui n'ont pas demandé, c'est ce qu'on appelle le développement. Un développement qui n'a pas de visage, un développement, c'est une coquille vide en fait. Et les ONG de développement qui se multiplient en nombre à Madagascar et qui ont des financements, les projets de développement, c'est un business comme les autres. On mesure mal le gouffre qui sépare les Mikéas du reste du monde. Les Mikéas savent vivre là où personne d'autre qu'eux ne pourrait, car ils savent lire dans la nature un langage que plus personne ne parle. Ils vivent aujourd'hui de l'héritage légué durant des siècles par leurs ancêtres, et leur souhait est de le transmettre à nouveau à leur descendance. Il faudrait voir dans cette permanence, dans cette continuité, une force plutôt qu'une faiblesse, car ils sont les détenteurs d'une exceptionnelle connaissance de leur environnement. Mandiatanya. Je dis souvent, c'est que Madagascar vit en même temps au XVIIe siècle. On vit au XVIIIe, on vit au XIXe et on vit au XXIe siècle. Donc on a, selon les endroits, on a différentes vitesses qu'on mène en fait. Il y en a qui vivent à l'international, il y en a qui vivent au local, il y en a qui vivent entre les deux et c'est vraiment compliqué. C'est la raison pour laquelle si on met en place des stratégies de développement, il faut vraiment comprendre quelle société on met en place. On est dans quelle vitesse? Si on amène le développement dans les vitesses internationales, ça marche. Et si on met le développement dans la vitesse locale, c'est compliqué. La discrétion des Mikéas et leur aptitude à se maintenir malgré l'environnement hostile ont alimenté une mythologie auprès des autres ethnies. On en entend parler, mais jamais on ne les voit. On dit d'eux qu'ils réussissent à trouver toutes sortes de miel dans les arbres, qu'ils savent où creuser pour débusquer les tubercules gorgés d'eau, qu'ils sont des chasseurs hors pair. Les Mikéas sont les experts des petites choses, les observateurs des signes invisibles au reste du monde. Pour beaucoup, ils demeurent un mystère. Certains pensent même qu'ils avaient complètement disparu. Nous ne nous voyons pas comme des gens remarquables. Vous savez, nos seules richesses, ce sont le miel que nous cueillons et les tubercules que l'on trouve par-ci, par-là. Et quand on en trouve, on les mange. Si nous ne pouvons plus aller en forêt, nous sommes perdus. Où iront nos enfants et les enfants de nos enfants? On ne sait plus quoi faire.
Il n'y a pas que nous. Il y a d'autres Mikéas, vous savez. Mais quand on n'est plus dans son environnement, alors que toute notre culture en dépend, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est toujours Mikéa? Peut-être qu'on doit oublier cette façon de voir désormais. Les Mikéas sortent de la forêt, oublient leur ancien mode de vie. On s'adapte, tant bien que mal. Pour les Vézos, anciens peuples nomades des mers, devenus sédentaires en se détournant peu à peu du chant des sirènes, les pirogues perdent lentement de leur superbe. En restant de plus en plus souvent sur la grève, ces embarcations synonymes de liberté sont de plus en plus utilisées là où l'on a pied. Pour ces marins, c'est un paradoxe qui s'apprête à bouleverser toute une culture. Car que reste-t-il à un navigateur qui ne prend plus la mer ? Je ne sais pas comment cette histoire d'algues a commencé, mais un jour on nous a dit d'en cultiver. Les Vézos sont des pêcheurs, évidemment, mais le poisson se fait de plus en plus rare, vous savez. Je me souviens quand j'étais petite et qu'on allait à la pêche, on ramenait toutes sortes de poissons. Maintenant, il y a plus de monde à nourrir, les familles sont nombreuses et les ressources ne suffisent plus. On n'a plus assez de poissons. Des étrangers sont venus de Velondriaké et nous ont incités à travailler les algues. Ils ont vu qu'on avait de plus en plus de mal avec la pêche. Alors ils nous ont montré comment faire pousser ces algues. Il paraît que les étrangers ont besoin de ces algues, alors ils nous les achètent. C'est une bonne chose pour nous. Les algues? Non, c'est pas pour manger. On les cultive pour l'argent qu'elles nous rapportent. Et avec cet argent, on peut s'acheter toutes sortes de choses, comme du riz et l'huile et tout un tas de produits de première nécessité. En fait, on nous a obligés à cultiver. On doit changer nos habitudes. Mon mari ne va plus en mer. Maintenant, on doit s'occuper des algues. Alors, on est obligé de rester ensemble pour les algues. On nous interdit de faire plein de choses ici. On dirait que ce sont les étrangers qui décident maintenant. Tiens, vas-y, fais des algues, fais ci, fais ça. Voilà, c'est ça le travail qu'ils nous donnent. Jusqu'à maintenant, personne n'avait jamais interdit à un Vézo d'aller où que ce soit. Mais depuis peu, l'État et certaines ONG ont mis en place des réserves, des lieux où nous ne pouvons plus aller, et des périodes de fermeture de la pêche. C'est plus pareil maintenant.
Nous, on a des différents interdits, des différents tabous qui existent. Et quand les chrétiens sont arrivés, ils disent aux gens, voilà, on n'a pas d'interdit. Donc vous pouvez exploiter tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Donc les gens ont commencé à transgresser ces interdits traditionnels. Et tout d'un coup, les ONG de conservation sont venus. Ils donnent encore une leçon que voilà, il faut protéger, il faut mettre des interdits. C'est la réinvention des interdits traditionnels. J'étais avec un représentant de l'UNICEF qui travaillait avec moi ici à Tuléar. C'était une dame à l'UNICEF, on a parcouru le nord. Et la dame m'a dit, voilà, regarde cette pauvreté de Madagascar. J'ai dit, madame, ces gens-là, ils ne sont pas pauvres. On va descendre, on va demander s'ils se sentent vraiment pauvres. Et on a posé la question, monsieur, où se trouvent les pauvres chez vous? Donc le monsieur qui était là, il montrait les gens qui étaient pauvres à côté. Ils habitaient dans le même type de maison. Que ce soit les pauvres que lui considère comme des pauvres et lui. Et vous n'êtes pas pauvre? Il a dit non, j'ai une centaine de têtes de zébus. Donc la notion de la pauvreté, chacun va avoir sa propre définition. Mais c'est ça qu'il faut faire avant de mettre en place cette lutte contre la pauvreté. Quelle pauvreté on va lutter en fait? L'inaccessibilité de certaines régions aux véhicules modernes fait de la charrette à zébus le moyen de transport le plus adapté au terrain. Le déplacement dans l'espace est calé sur le pas de l'animal, ce qui modifie le rapport au temps. Pour le malgache, il y a le temps solaire pour les récoltes, le temps lunaire pour les cérémonies et le temps du zébu pour la vie courante. Cet animal est, à bien des égards, le métronome de la vie des Malgaches. Je crois que les zébus, c'est l'élément vital en fait de la vie d'un Malgache. Vital, pourquoi? Parce que quand on est né, on a besoin de zébus. Quand on est mort, on a besoin de zébus. Quand on va se marier, on a besoin de zébus. Quand on va être circoncis, on a besoin de zébus. Tout au long de la vie, le bœuf est là. Il est présent. Il nous accompagne toute la vie. Ancré dans la culture malgache depuis des siècles,
Le zébu occupe une place centrale, même de nos jours. Utilisé pour sa force de travail, c'est surtout son pouvoir sacré qui le rend incontournable. Socialement, il est le garant d'un prestige reconnu de tous. Spirituellement, il est le trait d'union entre les ancêtres et les vivants. Le zébu a une très grande valeur. C'est comme avoir un enfant. Il arrive que nos parents morts entrent en relation avec nous et nous demandent de faire un sacrifice de zébu en leur honneur. Et c'est pour les fêter. Avec un zébu, on peut faire tout un tas de demandes. C'est un animal très important pour nous les Vézos. Une famille qui n'a pas de zébu est fragilisée socialement, parce qu'elle ne peut participer au rituel comme la tradition le demande. Mais la communauté sait s'organiser de manière à n'exclure personne lors d'événements importants ou en cas de problème. Souvent, les ancêtres entrent en contact avec nous durant notre sommeil. On voit leur image. Alors, ils nous demandent de leur faire des offrandes, comme du riz ou du rhum. Et parfois, ils demandent qu'on leur sacrifie un zébu. Et ils peuvent nous menacer. Et si par hasard on ne fait pas ce qu'ils demandent, il se peut que des malheurs s'abattent sur nous. Les guérisseurs et les zombias, les douanes, ce sont eux qui gèrent avec les patriarches la communauté. Ils jouent ce rôle un peu modérateur de la société. C'est grâce à eux que la communauté fonctionne encore. Lorsque le cas est grave, lorsqu'un malade est rongé par un mal qui résiste au traitement, il est déclaré Bilo, en grand danger. Pour évacuer l'esprit malfaisant qui l'habite, la communauté se rassemble et met en place un processus rituel sur plusieurs jours, mêlant musique, chant, prière et de nombreux dons aux ancêtres. Car à Madagascar, tout ce qui advient aux vivants est immanquablement connecté aux ancêtres. La cérémonie s'achève généralement par un sacrifice de zébu. La principale menace, c'est
c'est le développement. C'est ça en fait qui va faire disparaître petit à petit cette culture traditionnelle. Tambi tambi ravale tu te katitsini ali raikwe tambi tambi ravale tu te katitsini ali raikwe Belina timanu inda izuke belina malankira firaikwe Belina timanu inda izuke belina malankira firaikwe Il faut qu'on arrête en fait de dire qu'on est pauvre. Il faut qu'on grave dans la pensée de nos enfants que voilà, on a toutes les richesses qu'il faut pour pouvoir montrer aussi à tout le monde que voilà, la pauvreté, ça n'existe pas. Parce que ça c'est un état d'esprit, donc il faut qu'on essaye d'enlever petit à petit dans nos vocabulaires la notion de la pauvreté, qui est la pauvreté imposée, qui est la pauvreté qui était née du développement. On n'a pas l'habitude d'être aussi proche de la mer. Bientôt, c'est la période de la récolte du miel qui commence. Les bourgeons arrivent et on devrait retourner en forêt pour célébrer ce moment important pour nous. On doit aller en forêt, quitter nos vêtements et s'enduire le corps de miel. C'est notre tradition. Mais on a peur des étrangers et des gardes forestiers qui rôdent partout. C'est une coutume chez nous les Mikea, mais nous n'allons pas pouvoir le faire. S'ils nous voient, ils vont encore dire que c'est nous qui brûlons la forêt. Chez les Mikea, c'est tabou de brûler la forêt. Nous la connaissons bien. Et nous ne l'utilisons que lorsqu'on en a besoin pour faire à manger, construire les maisons ou pour délimiter un espace de vie. Mais on ne coupe jamais pour de mauvaises raisons. Un Mikea ne brûle jamais la forêt. Les plus anciens sont déjà partis. Nous sommes la dernière génération Mikea à connaître ces choses. Il y a tellement de savoirs qui ont déjà disparu. Il y a tant de coutumes que nous n'enseignons plus.
Le cosmos, les astres, le zodiaque, le rythme de la nature et les ancêtres. Ici, à Madagascar, on est particulièrement sensible à l'influence de toutes ces composantes sur le destin des individus. Aussi, afin de prendre les bonnes décisions tout au long de la vie, il convient de savoir invoquer et interpréter tout un ensemble de signes. C'est le domaine de l'Ombias, le devin guérisseur, qui sait lire dans les graines la marche à suivre à travers les figures qu'elles forment sur la natte. Les vrais Mickey qui restent dans la forêt, c'est une centaine seulement qui restent. Mais les autres se mélangent avec d'autres groupes et ils sont absorbés par les groupes Masikuru et d'autres par les Vezo. Donc si ça continue, en fait, ça va disparaître et il va rester que Masikuru et Vezo. On est en train d'uniformiser même au niveau des Fumba, des traditions et des pratiques coutumières. On uniformise tout. C'est comme si c'est la société traditionnelle qui dérange en fait la mise en place du progrès. Il faut garder cette pratique, c'est la seule qui fait que nous sommes malgaches. Ce qu'il faut en fait, c'est pas le développement, c'est le bien-être de l'homme, de l'individu. Et c'est pas le développement durable, c'est le bien-être durable. C'est ce qu'il faut.